Le 13 juin 2024, devant les grilles de l'usine de Villebarou, 109 ouvriers se tiennent debout autour d'un barbecue improvisé. Pas pour fêter quelque chose, pour empêcher une annonce. La direction vient de convoquer une réunion d'urgence. L'ordre du jour, fermeture définitive. 176 ans d'histoire, liquidés en une matinée. Revenons en arrière. À son apogée, Chocolat Poulain employait 1200 ouvriers. Ses machines tournaient jour et nuit sur les rives de la Loire. Son cacao parfumait les rues de Blois chaque lundi matin. Les enfants de France grandissaient avec son grand arôme dans le bol du petit déjeuner et ses images collector dans les poches. En 1975, son logo ornait le maillot à pois du Tour de France. Poulain n'était pas une marque, c'était un souvenir national. Puis est venu le premier achat, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Comment une icône nationale meurt-elle? Pas d'un seul coup. Vendue, revendue, vidée de sa substance, par des hommes en costume qui n'ont jamais tenu un bol de chocolat chaud entre leurs mains. Chocolat Poulain, quand le chocolat est devenu un chiffre. 1825, dans une ferme du Loir-et-Cher, naît un enfant que rien ne prédestine à la gloire. Pas de fortune familiale, pas de relations, pas d'éducation supérieure. Victor-Auguste Poulain grandit entre les sillons de terre et les odeurs de foin. Il apprend tôt que la seule chose qui ne ment pas, c'est le travail. À 23 ans, en 1848, l'année où la France se soulève en révolution, Victor-Auguste Poulain fait sa propre révolution. Silencieuse. Dans une petite boutique de la rue Porte-Chartraine à Blois, il commence à broyer du cacao à la main. Pas de machine, pas d'associé. Juste lui, ses bras et une conviction absolue, le chocolat ne devrait pas être réservé aux riches. À cette époque, le chocolat est un luxe. On le vend en pharmacie, prescrit comme médicament. Les familles ouvrières n'en voient jamais. Victor-Auguste Poulain voit là non pas un obstacle, mais une opportunité. Si le chocolat est trop cher, c'est que personne n'a encore trouvé comment le fabriquer autrement. Il trouve. En 1858, 10 ans seulement après ses débuts, il mécanise le processus de broyage du cacao. Premier en France à le faire à cette échelle. Les concurrents travaillant encore à la main. Poulain installe des machines à vapeur. Le coût de production s'effondre. Le prix de vente baisse. Et pour la première fois, une tablette de chocolat entre dans les foyers ordinaires de France. Ce n'est pas qu'une innovation industrielle, c'est une décision philosophique. Victor Auguste choisit délibérément de ne pas monter en gamme. Pas de chocolat pour les salons bourgeois. Pas d'emballage doré pour les vitrines de Paris. Il vise les mères de famille, les enfants, les ouvriers, ceux qui n'ont jamais eu droit au chocolat. Il comprend avant tout le monde que la vraie richesse d'une marque, ce n'est pas son prix, c'est le nombre de vies qu'elle touche. Son nom de famille devient son emblème. Poulain, le poulain, ce jeune cheval qui galope, qui bondit, qui promet. L'animal est dessiné sur chaque emballage, vif, libre, populaire. Exactement ce que Victor Auguste veut que son chocolat soit. En 1862, il franchit une nouvelle étape. Il quitte la petite boutique de la rue Porte-Chartraine et construit la première véritable usine Poulain, la manufacture de la Villette, en bordure de Blois. Des torréfacteurs à cacao, des broyeurs mécaniques, des mélangeurs industriels. L'usine tourne à la vapeur, 7 jours sur 7. Les cheminées fument, les engrenages tournent. Et dans toute la ville, les habitants respirent quelque chose de nouveau. Une odeur douce, chaude, légèrement amère. L'odeur du lundi matin à Blois. Les ouvriers arrivent à 6 heures. Les machines démarrent à 6h15. Et pendant les 20 minutes qui suivent, avant que le bruit des engrenages ne couvre tout, on entend le cacao grillé se transformer en quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemble à une promesse. Victor-Auguste Poulain ne mourra qu'en 1918, à l'âge de 93 ans. Il aura eu le temps de voir son entreprise devenir l'une des plus grandes manufactures de chocolat d'Europe. Il aura eu le temps de voir ses fils reprendre le flambeau. Et il aura eu, croyait-il, le temps de bâtir quelque chose d'indestructible. Il avait tort. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le plus grand ennemi de Poulain ne serait jamais un concurrent chocolatier. Ce serait quelque chose de bien plus froid. Quelque chose qui ne sent pas le cacao. Quelque chose qui ressemble à un contrat. Mais avant d'en arriver là, il y a eu la gloire. 1889,
Le port de Blois voit arriver un navire à vapeur que tout le monde connaît déjà par son nom avant même qu'il accoste. Le Fram. Un bateau appartenant non pas à une compagnie maritime, non pas à un armateur, mais à une chocolaterie. Victor-Auguste Poulain a compris quelque chose que ses concurrents mettront des décennies à comprendre. Celui qui contrôle la matière première contrôle tout. Le Fram remonte la Loire chargé de fèves de cacao importées directement d'Afrique de l'Ouest. Pas d'intermédiaire, pas de surcoût, pas de dépendance. C'est ça, l'Empire Poulain. Pas seulement une usine, un système entier, pensé de la fève jusqu'au bol. À l'intérieur de la manufacture de la Villette, les machines ne s'arrêtent jamais. Les torréfacteurs grillant les fèves à température constante. Les broyeurs réduisent la masse de cacao en pâte liquide. Les mélangeurs incorporent le sucre, le lait en poudre, la vanille. Puis vient le tempérage, cette étape délicate où le chocolat apprend à cristalliser, à briller, à claquer net sous la dent. En 1862, Poulain est la première chocolaterie française à mécaniser l'ensemble de cette chaîne. En 1900, elle en est la plus performante. Mais la vraie innovation de Poulain n'est pas mécanique. Elle est psychologique. En 1904, l'entreprise lance le Grand Arôme, une poudre de cacao soluble, conçue pour être mélangée au lait chaud du matin. Simple, accessible, délicieux. Du jour au lendemain, le petit déjeuner français change de visage. Les mères de famille achètent le Grand Arôme. Les enfants tentent leur bol. Et chaque matin, dans des millions de cuisines françaises, Poulain s'invite à table. Ce n'est pas un produit, c'est un rituel. Puis viennent les images Poulain, ces petites chromolithographies glissées dans chaque tablette de chocolat. Des dessins colorés représentant des automobiles, des monuments, des champignons, des animaux exotiques. 46 séries différentes, 24 images par série. Un enfant qui veut compléter un album doit convaincre ses parents d'acheter plus de chocolat. Et les parents cèdent parce que le chocolat est bon, parce que les images sont belles, et parce qu'un enfant qui supplie avec des étoiles dans les yeux, ça ne se refuse pas. Poulain n'a pas inventé les images collector, mais Poulain les a perfectionnées et transformées en machines à fidéliser des générations entières. À la fin du 19e siècle, Poulain exporte déjà dans toute l'Europe. Les emballages orange vif avec le Poulain bondissant traversent les frontières. L'entreprise emploie 800 ouvriers en 1918. 800 familles dont le salaire vient de cette usine au bord de la Loire. 800 foyers qui sentent le chocolat dans les vêtements du soir. Blois n'est plus seulement une ville du Val-de-Loire. Blois est la capitale française du chocolat. Les décennies passent, l'usine grandit, les machines se modernisent, et Poulain entre dans l'ère de la grande consommation avec une longueur d'avance sur tous ses rivaux. En 1968, l'usine de Blois emploie 1200 ouvriers. 1200. Dans une ville de taille moyenne, c'est une force gravitationnelle. Autour de l'usine, des quartiers entiers existent grâce à elle. Les commerces, les écoles, les cafés, tout tourne en orbite autour des cheminées de Poulain. Le dimanche, des pères de famille amènent leurs enfants devant les grilles, juste pour voir les engrenages tourner derrière les vitres, juste pour sentir l'odeur. C'est notre usine, disait-il. Et ils avaient raison. Puis vient 1975. Et avec elle, le moment où Poulain cesse d'être une marque alimentaire pour devenir quelque chose de plus grand. Le Tour de France, la plus grande course cycliste du monde. Chaque été, des millions de Français s'installent au bord des routes pour regarder passer les coureurs. Et parmi tous les maillots, le jaune du leader, le vert du sprinter, il en existe un qui fascine plus que les autres, le maillot du roi de la montagne, celui qui grimpe le plus vite, celui qui défie la gravité. Cette année-là, Poulain devient le sponsor du classement de la montagne. Et le maillot change de visage. Il devient blanc, avec des pois rouges. Un dessin inspiré du maillot du coureur d'avant-guerre Henri Lemoine. Des cercles colorés sur fond clair, joyeux, reconnaissables à 1 kilomètre. Le maillot à pois entre dans la légende du Tour de France. Et Poulain entre avec lui. Ce que peu de gens savent, c'est ce qui arrive ensuite. Le maillot à pois rencontre un tel succès populaire. Les enfants le dessinent, les journalistes en parlent, les spectateurs l'acclament, que Poulain décide de reprendre ce motif pour ses propres emballages. Les pois du Tour de France migrent sur les tablettes de chocolat.
Une image sportive devient une image de marque. Un maillot de compétition devient un souvenir de famille. C'est du génie marketing. Gratuit, organique, irrésistible. À la fin des années 1970, Poulain est la troisième marque de chocolat en France. Derrière Nestlé, derrière Côte d'Or, mais devant tout le reste. Les Français achètent un Poulain non pas parce qu'ils y sont obligés, parce qu'ils y sont attachés, parce que le grand arôme du matin, les images collector dans les poches d'école, le maillot à pois sur les routes du Tour, tout ça forme quelque chose qu'on n'achète pas, quelque chose qu'on hérite. Une génération passe le flambeau à la suivante, et la suivante à celle d'après. C'est exactement ça qui rend ce qui va suivre si difficile à regarder en face. Parce que ce n'est pas la concurrence qui va tuer Poulain, ce n'est pas le marché, ce n'est pas le goût des consommateurs qui change. C'est une décision prise dans un bureau, par des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Blois. Dans la nuit du 7 au 8 juillet 1918, Blois se réveille en feu. Pas une petite flamme, pas un incident de production, un incendie total, dévastateur. Les bâtiments de la manufacture Poulain, ceux-là même que Victor Auguste avait construits pierre par pierre depuis 1862, partent en fumée en quelques heures. Les cheminées tiennent encore debout au matin, noires, calcinées, comme des doigts accusateurs pointés vers le ciel. Mais l'usine, elle, n'existe plus. Les ouvriers arrivent à l'aube et trouvent des cendres. Ce qui aurait pu être la fin est la démonstration d'une chose. Les Poulains ne capitulent pas. Albert Poulain, fils de Victor Auguste, héritier de l'Empire, prend la décision dans les jours qui suivent. On reconstruit, immédiatement, dans l'année, sans attendre, sans hésiter. Les machines sont commandées, les ouvriers sont gardés, les salaires continuent d'être versés pendant la reconstruction, même sans production. En 1918, dans une France encore meurtrie par la guerre, c'est un acte presque insensé. Et c'est pourtant ce qu'Albert Poulain fait. À la fin de l'année, l'usine tourne à nouveau. Voilà ce que c'est, un propriétaire qui aime ce qu'il a bâti. Mais l'incendie de 1918 laisse quelque chose derrière lui, quelque chose d'invisible, que personne ne voit sur le moment. Victor Auguste a 93 ans cette année-là. Il mourra quelques mois plus tard, en décembre. Avec lui disparaît le dernier lien direct entre la marque et l'homme qu'il a fondé de ses mains. Albert dirige bien, mais Albert n'est pas Victor Auguste. Et les générations qui suivront Albert ne seront plus tout à fait des chocolatiers. Elles seront des héritiers. C'est une nuance qui, au fil des décennies, va tout changer. Pendant les années 1950 et 1960, Poulain continue de croître. L'usine tourne. Les 1200 ouvriers de 1968 témoignent d'une santé apparente. Mais sous la surface, quelque chose se déplace lentement. Le marché du chocolat français commence à se fragmenter. Nestlé intensifie sa présence. Le chocolat belge et suisse gagne du terrain dans les épiceries fines et une nouvelle catégorie émerge. Le chocolat noir de dégustation, premium, qui s'adresse à des consommateurs plus exigeants. Poulain, lui, reste fidèle à sa philosophie des origines. Le chocolat du peuple, le chocolat accessible, le grand arôme pour tout le monde. C'est une position honorable, mais c'est aussi une position vulnérable. Les marques qui occupent le segment populaire ont des marges faibles. Elles dépendent des volumes. Et quand les volumes fléchissent, ne serait-ce qu'un peu, la pression se fait sentir immédiatement. Poulain ne souffre pas encore, mais pour la première fois depuis 1848, l'entreprise doit regarder derrière elle pour voir qui approche. Puis arrive ce que personne dans les ateliers de Blois n'avait anticipé. La famille Poulain, après plusieurs générations, n'a plus ni la capacité financière ni la volonté collective de continuer seule. Les héritiers sont nombreux, les intérêts divergent. Le chocolat, pour certains d'entre eux, est devenu une abstraction, une source de dividendes, pas une vocation. Et quand une entreprise familiale perd sa vocation, elle commence à chercher une sortie. Dans les années 1970, Poulain passe sous le contrôle du groupe Midial SA, un conglomérat français qui possède plusieurs marques alimentaires. Ce n'est pas encore un rachat étranger, ce n'est pas encore une multinationale, mais c'est la première fois que le nom Poulain n'appartient plus à un poulain. Dans les couloirs de l'usine, personne ne panique. La production continue. Les machines tournent. Le grand arôme sort toujours des chaînes d'emballage chaque matin.
Mais quelque chose a changé dans la façon dont les décisions se prennent. Les réunions ne se tiennent plus à Blois. Elles se tiennent à Paris, dans des bureaux qui ne sentent pas le cacao. Bernard Moudir entre à l'usine pour la première fois en 1988. Il a 22 ans. Son père y a travaillé avant lui. Il connaît l'odeur avant même de franchir le portail, cette odeur de chocolat grillé qui prend à la gorge de la meilleure façon possible. Il ne sait pas encore qu'il passera 31 ans entre ces murs. Il ne sait pas encore ce qui l'attend. Ce jour-là, une pancarte est accrochée à la guérite d'entrée, 17 officielle. Elle annonce que Poulain vient d'être racheté par une entreprise anglaise. 1988. Cadbury Schweppes est l'un des géants mondiaux de la confiserie. Fondé à Birmingham en 1824, l'Empire britannique du chocolat a passé un siècle et demi à construire sa réputation sur un modèle simple. Racheter des marques locales solides, les intégrer à son réseau de distribution mondiale et les faire grandir. C'est une stratégie qui a fonctionné en Angleterre, en Australie, en Inde. Et maintenant, Cadbury regarde la France. Poulain est à cette époque la troisième marque de chocolat en France. Solide, reconnue, ancrée dans la mémoire collective de 50 millions de Français. Pour Cadbury, c'est une porte d'entrée idéale sur le marché français, un marché réputé difficile, protecteur de ses marques nationales, méfiant envers les étrangers. Racheter Poulain, c'est ne pas arriver en conquérant. C'est arriver déguisé en ami d'enfance. Le rachat est officialisé en janvier 1988. Cadbury Schweppes acquiert Chocolat Poulain, première grande acquisition internationale dans la nouvelle stratégie de croissance externe du groupe britannique. Le prix exact de la transaction n'est pas rendu public, mais dans les salles de marché de Londres, on parle d'une opération à plusieurs centaines de millions de francs. À Blois, les ouvriers apprennent la nouvelle par la radio. Bernard Moudir, 22 ans, premier jour à l'usine, entend ses collègues plus anciens en discuter devant les vestiaires. Certains haussent les épaules. Anglais ou français, le cacao reste le cacao. D'autres sont moins sereins. Un ancien, 30 ans de maison, formule ce que beaucoup pensent sans oser le dire. Quand quelqu'un achète ce que tu as construit, ce n'est jamais pour te rendre service. Dans un premier temps, pourtant, Cadbury se montre correct. La production continue. Les recettes ne changent pas. Le grand arôme reste le grand arôme. Les 1200 ouvriers gardent leur poste. Cadbury comprend que Poulain vaut parce qu'elle est. Il ne faut pas la dénaturer trop vite. Les Britanniques investissent dans les outils de production. Ils modernisent certaines lignes. Ils maintiennent les effectifs. Mais ils prennent aussi une décision qui, sur le moment, paraît logique et qui, avec le recul, ressemble à la première incision. En 1991, Cadbury décide de déplacer la production. L'usine historique de la Villette, en plein cœur de Blois, est jugée trop ancienne, trop contrainte par son environnement urbain, trop difficile à moderniser. Une nouvelle manufacture est construite à Villebarou, une commune industrielle à 7 km au nord de Blois. Le bâtiment est conçu par Jean Nouvel, architecte français de renommée internationale. Fonctionnel, moderne, efficace. 60 000 tonnes de capacité annuelle. Un outil industriel du XXIe siècle. L'ancienne usine de la Villette, elle, est abandonnée, puis démolie en 1995. À sa place poussera, quelques années plus tard, un campus universitaire. L'odeur du lundi matin à Blois disparaît avec les cheminées. Les ouvriers suivent la production à Villebarou. Les machines sont transférées, les emplois sont maintenus. Officiellement, rien n'est perdu. Mais quelque chose de moins tangible reste dans les gravats de la Villette. 130 ans de mémoire ouvrière. Les murs que Victor Auguste avait fait reconstruire après l'incendie de 1918. Les engrenages devant lesquels des pères amenaient leurs fils le dimanche. On ne déménage pas une histoire, on la laisse derrière. À Villebarou, l'usine est neuve, propre, efficace, mais elle n'a pas d'odeur encore, pas de patine, pas de fantômes bienveillants dans les couloirs. Elle devra les acquérir avec le temps, si on lui en laisse le temps. Pendant les années 1990, sous la direction de Cadbury, Poulain se stabilise. La marque reste présente dans les supermarchés. Le grand arôme continue de se vendre. Les images collector persistent quelques années encore avant de disparaître progressivement des emballages.
Première concession silencieuse à la rationalisation des coûts. Cadbury gère Poulain correctement. Pas avec passion, avec compétence. Et c'est précisément là le problème. Une marque comme Poulain ne survit pas à la compétence froide. Elle a besoin de quelqu'un qui se lève le matin en pensant à elle, qui perd le sommeil pour elle, qui refuse de la sacrifier pour améliorer un ratio financier. Cadbury gère un portefeuille. Poulain est une ligne dans ce portefeuille. Une ligne qui performe correctement, qui ne pose pas de problème, et qui, pour cette raison même, n'attire pas l'attention. Les marques qu'on n'aime pas assez ne meurent pas d'un coup. Elles se vident lentement, comme une bouteille qu'on oublie ouverte sur le comptoir. En 2010, Cadbury est à son tour racheté par un géant américain pour 19 milliards et demi de dollars. Et Poulain, cette ligne dans ce portefeuille, change à nouveau de main, sans qu'on lui demande son avis, sans que personne à Villebarou soit consulté, sans qu'un seul ouvrier soit informé avant que la presse ne l'annonce. Ce matin-là, Bernard Moudir apprend la nouvelle sur son téléphone, dans les vestiaires, avant de prendre son poste, comme en 1988. 2010, Chicago, Illinois. Dans les bureaux de Kraft Foods, les analystes financiers regardent une carte du monde couverte de petits drapeaux. Chaque drapeau représente une marque rachetée, un marché conquis, un territoire absorbé. Ce jour-là, ils en plantent un nouveau, sur l'Angleterre. Cadbury vient de tomber. 19 milliards 500 millions de dollars, la plus grande acquisition de l'histoire de Kraft. Le rachat fait la une des journaux dans le monde entier. Les politiques britanniques protestent. Les syndicats s'indignent. Le Premier ministre convoque des réunions d'urgence. Cadbury est une institution nationale anglaise. On ne la vend pas à des Américains, mais on la vend quand même. Et dans le lot, sans que personne n'en parle, sans que les journaux n'y consacrent une seule ligne, Poulain change de main une deuxième fois. Elle n'est plus anglaise, elle est américaine. Elle fait désormais partie d'un empire qui possède également Milka, Toblerone, Côte d'Or, Oreo et des dizaines d'autres marques sur 6 continents. Dans cet empire, Poulain est minuscule. Kraft ne rachète pas Poulain. Kraft rachète Cadbury. Poulain est simplement là, dans le lot, comme un meuble qu'on trouve dans une maison achetée et qu'on ne sait pas trop où mettre. On le garde provisoirement. On verra plus tard. À Villebarou, la production continue. Les ouvriers apprennent par la presse que leur usine appartient désormais à une multinationale américaine dont le siège social est à 10 000 kilomètres. Personne ne vient leur expliquer. Personne ne convoque de réunion. Un email circulaire annonce le changement de propriétaire. 2 paragraphes. Une signature automatique. Bernard Moudir lit l'email 2 fois, puis il retourne à son poste. 2 ans plus tard, en 2012, Kraft Foods se coupe en deux. La division épicerie reste Kraft. La division snack et confiserie devient Mondelez International. Un nom inventé de toutes pièces, un mot valise censé évoquer le monde et la douceur. Monde et délices, fusionnés dans un laboratoire de communication. Un nom que personne ne prononce naturellement. Un nom qui ne sent rien. Poulain atterrit dans la division Mondelez. Elle côtoie désormais Milka et ses vaches alpines, Toblerone et ses montagnes suisses, Côte d'Or et son éléphant belge. Des marques avec des identités fortes, des budgets marketing colossaux, des stratégies internationales ambitieuses. Poulain, elle, est française. Profondément, irrémédiablement française. Elle ne se vend pas au Kazakhstan ou en Indonésie, elle se vend dans les supermarchés du Loir-et-Cher, dans les épiceries de banlieue parisienne, dans les cantines scolaires de province. Pour Mondelez, c'est une marque locale, utile, mais pas prioritaire. Les budgets de développement se réduisent, les campagnes publicitaires s'espacent, les innovations produits se font rares. Poulain continue d'exister, mais elle cesse de grandir. Elle cesse même d'essayer. Et pendant ce temps, les charges fixes de l'usine de Villebarou, elles, ne diminuent pas. 2017. Mondelez décide de faire le ménage dans son portefeuille. Les marques locales qui ne contribuent pas à la croissance internationale sont mises en vente. Poulain fait partie du lot, avec Carambar, Louti, Créma, les pastilles à Vichy et quelques autres noms qui ont bercé l'enfance de générations de Français. L'acheteur s'appelle Euraseo. C'est un fonds d'investissement privé français. Euraseo crée une entité pour regrouper toutes ces marques, Carambar & Co.
Une holding confiserie française, détenue par des financiers, dont la mission explicite est de valoriser ses marques avant de les revendre dans quelques années avec une plus-value. Ce modèle a un nom dans le monde de la finance. On l'appelle le private equity. Dans le monde réel, il ressemble à ceci. On achète une entreprise, on réduit ses coûts au maximum, on améliore ses marges sur le papier et on cherche un acheteur. L'horizon temporel est de 5 à 7 ans. Pas davantage. Ce qui se passe après la revente ne concerne pas le fonds. Poulain entre dans ce cycle. Carambar Co investit, il faut lui reconnaître ça. Entre 2018 et 2024, le groupe injecte 45 millions d'euros dans l'usine de Villebarou. Nouvelle ligne de production, modernisation des équipements, amélioration de l'efficacité énergétique. Sur le papier, c'est un effort sérieux, mais 45 millions d'euros investis dans les murs et les machines ne compensent pas l'absence d'investissement dans ce qui fait vivre une marque, la création, l'innovation, la connexion émotionnelle avec ses consommateurs. On rénove l'outil, on oublie l'âme. Pendant ces mêmes années, le marché change. Les habitudes alimentaires évoluent. Les Français consomment moins de chocolat au lait industriel. Ils se tournent vers le chocolat noir, vers le bio, vers les petits producteurs artisanaux qui racontent une histoire vraie. Pas une histoire inventée par un département marketing. Poulain incarne exactement ce que cette nouvelle génération de consommateurs rejette. Une grande marque industrielle, sans propriétaire, visible, sans visage, sans conviction. Le grand arôme se vend encore, mais de moins en moins. À Villebarou, l'usine tourne à moins de la moitié de sa capacité. Les machines conçues pour produire 60 000 tonnes par an n'en produisent plus que 29 000. Chaque tonne produite coûte proportionnellement de plus en plus cher. Les charges fixes se répartissent sur un volume qui rétrécit. L'équation devient impossible. En parallèle, le prix du cacao explose. Les crises climatiques en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui fournissent ensemble plus de 60% du cacao mondial, font grimper les cours à des niveaux records. Les matières premières que Victor-Auguste Poulain allait chercher lui-même avec son bateau le Fram coûtent en a que désormais une fortune sur les marchés internationaux. L'usine perd de l'argent chaque mois, méthodiquement. Et dans les bureaux de Carambar Co à Paris, une conclusion s'impose progressivement, froidement, inévitablement. L'usine de Villebarou n'est plus viable. Elle coûte plus qu'elle ne rapporte. La production peut être délocalisée dans un pays à moindre coût. La marque Poulain, le nom, le poulain bondissant, le grand arôme, peut survivre sans l'usine française. Le chocolat peut se faire ailleurs. Ce que Carambar Co n'a pas prévu, ce que personne dans les salles de réunion parisiennes n'a intégré dans ses tableurs, c'est ce qui va se passer le 13 juin 2024 devant les grilles de Villebarou. 109 ouvriers, un barbecue et une résistance que personne n'avait anticipée. Il n'y a jamais une seule raison pour laquelle une entreprise s'effondre. Il y en a toujours plusieurs. Elles arrivent rarement ensemble. Elles s'accumulent lentement, silencieusement, jusqu'au moment où leur poids combiné devient insupportable. Pour Poulain, il y a 4 lames, 4 forces qui travaillent simultanément contre l'usine de Villebarou. Et ce qui rend la situation particulièrement cruelle, c'est qu'aucune d'entre elles n'aurait été fatale seule. C'est leur conjonction qui tue. Depuis 2022, les cours mondiaux du cacao atteignent des niveaux que l'industrie n'avait jamais connus. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui produisent en ensemble plus de 60% du cacao mondial, traversent des crises climatiques en série. Sécheresse, maladie des fèves, rendement en chute libre. Sur les marchés à terme de Londres et de New York, le prix de la tonne de cacao dépasse les 10 000 $ en 2024. Un record historique. Pour une usine comme Villebarou, dont la matière première principale est précisément le cacao, c'est une hémorragie financière directe. Chaque tablette produite coûte plus cher qu'elle ne se vend. Les Français mangent moins de chocolat au lait industriel. Ce n'est pas un effondrement brutal, c'est une érosion lente, régulière, inexorable. Une génération de consommateurs se tourne vers le chocolat noir, vers les tablettes à haute teneur en cacao, vers les producteurs artisanaux qui affichent pour l'origine de leurs fèves et le nom de l'agriculteur qui les a récoltées. Le chocolat est devenu un produit identitaire. Et Poulain, avec son positionnement populaire, ses prix bas, son image ancrée dans les années 1970,
peine à incarner cette nouvelle exigence. Le grand arôme se vend encore, mais à des volumes qui diminuent d'année en année. Et dans un modèle industriel qui dépend des volumes, chaque point de baisse est une blessure supplémentaire. L'usine de Villebarou a été conçue pour produire 60 000 tonnes de chocolat par an. En 2023, elle n'en produit que 29 000. Moins de la moitié. Les machines tournent à mi-régime. Les lignes de production s'arrêtent ou elles redémarrent. Les coûts fixes, salaire, énergie, maintenance, amortissement des équipements, restent identiques, qu'on produise 29 000 ou 60 000 tonnes. Le coût unitaire de chaque tablette s'envole. La compétitivité s'effondre. C'est un cercle vicieux parfaitement mécanique. Moins on vend, plus chaque unité coûte cher à produire. Plus chaque unité coûte cher, moins on peut baisser les prix pour stimuler les ventes. Moins on stimule les ventes, moins on produit. Et ainsi de suite, vers le bas, inexorablement. Pas dans les salles de réunion, pas dans les conseils d'administration, pas dans les fonds d'investissement. En 36 ans, de 1988 à 2024, Poulain a connu 4 propriétaires différents. Midial, Cadbury, Kraft Mondelez, Euraseo. Chacun l'a reçu comme un héritage encombrant. Chacun l'a géré avec la distance froide de celui qui sait qu'il la repassera à quelqu'un d'autre un jour. Aucun n'a eu l'obsession nécessaire. Aucun n'a perdu le sommeil pour elle. Aucun n'a regardé le poulain bondissant sur l'emballage orange et pensé « cette marque mérite qu'on se batte pour elle ». Comparé avec Linde, fondée en Suisse en 1845, 3 ans avant Poulain. Encore aujourd'hui propriété d'actionnaires suisses à long terme. Encore aujourd'hui en croissance. Encore aujourd'hui capable d'investir dans l'innovation et la qualité parce que personne ne la presse de générer une plus-value dans les 5 ans. Comparé avec Valrhona, fondée en 1922 dans la Drôme, rachetée en 2021 par Savencia, un groupe familial français qui a explicitement déclaré vouloir préserver son identité et son ancrage territorial. Valrhona produit toujours en France. Valrhona innove. Valrhona grandit. La différence entre ces marques et Poulain n'est pas une question de qualité de produit, c'est une question de propriétaire. Un propriétaire qui reste, un propriétaire qui construit, un propriétaire dont l'horizon dépasse le prochain cycle de revente. Poulain n'a jamais eu cette chance. Pas depuis 1988. Carambar & Co tire la conclusion de tout cela au printemps 2024. Le groupe a investi 45 millions d'euros depuis 2018. Les ventes ne se sont pas redressées. Les coûts continuent de grimper. L'usine continue de tourner à moitié vide. Et le prix du cacao ne montre aucun signe de reflux. Dans les tableaux financiers, la ligne Villebarou est rouge. Profondément, durablement rouge. La décision est prise dans un bureau parisien. Proprement. Méthodiquement. Avec des graphiques et des projections à l'appui. Villebarou ferme. La production sera relocalisée dans un pays à moindre coût. La marque Poulain survivra, son nom, son logo, son grand arôme. Mais l'usine, elle, cessera d'exister. 109 personnes perdront leur emploi. Le document est préparé. La date de l'annonce est fixée. Les avocats ont relu les procédures. Tout est en ordre. Il ne reste plus qu'à le dire aux intéressés. Ce sera le 13 juin 2024. Une réunion extraordinaire du comité social et économique. Une formalité selon la direction. Une date gravée dans les mémoires, selon les ouvriers. Parce que ce matin-là, quelque chose va se passer que personne dans les bureaux parisiens n'avait inscrit dans ces tableaux. 109 personnes vont décider de ne pas accepter. Le mercredi 13 juin 2024 commence comme tous les mercredis à Villebarou. À 5h45, les premiers ouvriers arrivent sur le parking. Le ciel est gris, le soleil pas encore levé derrière les peupliers de la Loire. Les vestiaires sentent le café et le savon industriel. Les machines de la chaîne de nuit tournent encore. Elles ne savent pas, elles, ce qui va se passer dans quelques heures. Elles font ce qu'elles ont toujours fait. Elles transforment du cacao en chocolat. Elles ne posent pas de questions. À 6h, la première équipe prend son poste. À 9h, tout s'arrête. La direction de Carambar & Co a convoqué une réunion extraordinaire du comité social et économique, le CSE. L'ordre du jour a été communiqué la veille, sobrement formulé. Examen d'un projet de réorganisation.
Dans le langage des ressources humaines, cette formulation a une traduction précise. Tout le monde à Villebarou la connaît. Tout le monde l'a redoutée depuis des semaines. Ce matin-là, à 9 heures pile, les représentants syndicaux entrent dans la salle de réunion. Sur la table, des documents viennent d'être déposés, épais, techniques, couverts de chiffres et de projections financières. La direction les a transmis ce matin même. À 9 heures, au moment précis où la réunion commence. Un représentant syndical feuillette le document, puis le pose. Nous n'avons pas eu le temps de lire ça. La direction répond que toutes les conditions légales sont remplies, que la procédure est respectée, que la réunion peut commencer. Les syndicats se lèvent. Unanimement. 5 organisations syndicales, d'ordinaire divisées sur bien des sujets, parlent d'une seule voix ce matin-là. Vice de procédure, documents transmis trop tard, réunion suspendue. Ils quittent la salle avant que la direction ait pu prononcer un seul mot sur le fond. La réunion est ajournée à une date indéterminée. Ce qui devait être une formalité vient de devenir un affrontement. Dans les minutes qui suivent, la nouvelle se répand dans l'usine à la vitesse d'une flamme dans de la poudre. Les ouvriers qui étaient à leur poste s'arrêtent. Ceux qui étaient en pause ne reprennent pas. Quelqu'un sort dans la cour, puis 2, puis 10, puis ils sont tous là, devant le portail principal, dans la lumière grise du matin de juin. Quelqu'un a apporté un barbecue. Ce n'est pas un acte symbolique prémédité. Ce n'est pas une mise en scène syndicale préparée la veille. C'est un geste spontané, le geste de gens qui savent qu'ils vont rester là longtemps et qui ont faim, qui savent que cette journée ne sera pas courte, qui savent que ce qui se joue là dépasse une réunion à journée. La fumée du barbecue monte dans le ciel de Villebarou. À l'intérieur de l'usine, les machines continuent de tourner. Le chocolat continue de couler sur les chaînes. L'odeur de cacao grillé se mêle à celle de la viande. Et devant le portail, 109 ouvriers attendent. Debout, ensemble. Bernard Moudir est là. 58 ans. 31 ans de maison. Il connaît chaque recoin de cette usine, chaque bruit de chaque machine, chaque collègue par son prénom. Son père avait travaillé à l'usine de Blois avant lui. Son fils, lui, a choisi un autre chemin. Il ne voulait pas dépendre d'une usine dont il sentait depuis l'adolescence qu'elle était fragile. Ce matin-là, Bernard regarde le portail. Il regarde le logo Poulain sur la façade. Le Poulain bondissant. Orange sur fond blanc. Ce sont des décennies de savoir-faire français qui risquent de partir en fumée, dit-il à voix haute. Pour personne en particulier, pour tout le monde en même temps. Personne ne répond, parce que tout le monde sait que c'est vrai. La journée passe lentement. Des élus locaux arrivent, en milieu de matinée. Le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, publie un communiqué depuis son bureau à Orléans. Élus et habitants de la région Centre-Val de Loire n'accepteront pas une fermeture sèche et définitive. La maire de Blois fait de même, la communauté d'agglomération. Le maire de Villebarou. Une chaîne de solidarité institutionnelle se forme en quelques heures autour de l'usine. Mais les communiqués ne sauvent pas les emplois. Et les ouvriers devant le portail le savent. À l'intérieur, les machines tournent toujours. Personne n'a donné l'ordre de les arrêter. Le chocolat continue de se fabriquer, indifférent au drame qui se joue à 300 mètres de là. 29 000 tonnes par an, 2,4 tonnes par heure. Le cacao entre d'un côté. Les tablettes sortent de l'autre. La mécanique est parfaite. C'est l'humain qui est en panne. Dans les semaines qui suivent, la situation se cristallise. Carambar & Co maintient son projet de fermeture. Les syndicats maintiennent leur opposition. Une marche de solidarité rassemble des centaines de personnes dans les rues de Blois. Et des ouvriers, des familles, des habitants qui n'ont jamais mis les pieds dans l'usine, mais qui ont grandi avec le grand arôme dans leur bol du matin. Des retraités qui ont passé 30 ans derrière ces murs. Des enfants qui portent des pancartes dessinées à la main. Poulain, c'est nous. Ne touchez pas à notre chocolat. 176 ans. Pas question. La direction de Carambar & Co déclare publiquement que malgré les 45 millions d'euros investis depuis 2018, les ventes ne se sont pas redressées, que toutes les solutions industrielles ont été explorées, que la fermeture est la seule issue économiquement viable. Les syndicats répondent que les chiffres de vente ont baissé mais pas effondré, que l'usine tourne à moitié vide, non pas parce que la demande n'existe pas,
mais parce que Carambar n'a pas cherché à développer de nouveaux clients industriels pour utiliser la capacité disponible. Que fermer une usine rentable à 50% n'est pas une fatalité économique. C'est un choix stratégique. Les deux positions ont une part de vérité. Comme toujours. Puis Franck, le 9 septembre 2024, 88 jours après le barbecue devant le portail, quelque chose se produit que personne n'avait vraiment anticipé. Une voiture s'arrête devant l'usine de Villebarou. Des hommes en descendent. Ils ne viennent pas de Paris, ils viennent de Lot, un département rural du sud-ouest de la France. Ils représentent le groupe Andros, producteur de confitures, de desserts aux fruits, de jus. Une entreprise familiale présente sur tous les continents, mais dont les racines sont dans la terre française. Ils visitent l'usine ce jour-là. Ils regardent les machines, ils parlent aux ouvriers, ils posent des questions précises sur les process, les lignes de production, les savoir-faire. Pas des questions de financiers, des questions d'industriels. Le lendemain, 10 septembre 2024, Carambar Co et le groupe Andros signent les bases d'un accord de reprise. Andros rachète le site de Villebarou, l'intégralité du site, avec l'intégralité des équipes. Les 109 ouvriers gardent leur poste. La production de chocolat poulain continue à Villebarou. Florian Delmas, président du groupe Andros, déclare: cet accord est en ligne avec notre développement à long terme et permet, grâce au savoir-faire des équipes en place, la préservation de l'emploi dans la région de Blois. Ce matin-là, quand la nouvelle arrive dans l'usine, certains ouvriers pleurent, d'autres ne disent rien. Bernard Moudir apprend l'information devant les vestiaires. Exactement là où il avait appris, en 1988, le rachat par Cadbury. Exactement là où il avait appris, en 2010, le passage à Kraft. Exactement là où il avait appris, en 2017, la cession à Euraseo. Cette fois, la nouvelle est différente. Il range son téléphone dans sa poche, il enfile sa blouse. Et il retourne à son poste. Les machines tournent, le cacao coule. L'odeur de chocolat grillé emplit les couloirs de Villebarou. Certaines choses, au moins, ne changent pas. Bernard Moudir range son téléphone. Il enfile sa blouse. Il retourne à son poste. Mais il n'est pas le même homme qu'avant le 13 juin. 31 ans dans cette usine. 31 ans à arriver à 6 heures, à connaître chaque bruit de chaque machine, à savoir exactement à quelle heure la chaîne numéro 3 ralentit en fin de journée et pourquoi. 31 ans à transmettre ce savoir à des collègues plus jeunes, à expliquer les gestes, à corriger les erreurs avec patience. Son père avait fait la même chose à l'usine de Blois. Avant que l'usine de Blois n'existe plus, Bernard a 58 ans. Il lui reste 7 ans avant la retraite. 7 ans, c'est à la fois très long et très court. Trop long pour tout recommencer ailleurs. Trop court pour que ça vaille la peine de se battre indéfiniment. Andros a repris le site. Les 109 postes sont maintenus. Officiellement, tout va bien. Mais Bernard sait des choses que les communiqués de presse ne disent pas. Il sait qu'Andros fabrique des confitures et des yaourts aux fruits. Pas du chocolat. Il sait que reprendre une usine de chocolat demande un apprentissage, des process différents, une logique industrielle différente, une culture différente. Il sait que les bonnes intentions ne suffisent pas à maintenir une qualité de production que des ouvriers ont mis 30 ans à maîtriser. Il reste, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'à 58 ans, dans une ville de taille moyenne, on ne recommence pas, parce que cette usine est la seule chose qu'il connaît vraiment bien. Il reste. Et il espère que cette fois, quelqu'un restera aussi de l'autre côté. À 30 ans, Léa ne ressemble pas à Bernard. Elle est arrivée à Villebarou 5 ans plus tôt, après une formation en agroalimentaire à Tours. Elle aimait l'idée de travailler pour une marque qu'elle avait connue enfant, le grand arôme du matin, les tablettes orange dans le cartable. Elle aimait l'idée que le travail est une histoire derrière lui. Quand les rumeurs de fermeture ont commencé à circuler au printemps 2024, Léa a fait ce que font les gens de sa génération face à l'incertitude. Elle a ouvert son ordinateur. Elle a mis son CV à jour. Elle a envoyé des candidatures, discrètement, sans en parler à ses collègues, sans savoir encore si c'était une précaution raisonnable ou une trahison silencieuse. En juillet, elle reçoit une réponse positive. Une usine agroalimentaire à 40 km. Un poste équivalent, un contrat stable. Elle hésite 3 semaines.
Le 1er août 2024, 6 semaines avant que l'accord Andros ne soit annoncé, Léa signe son nouveau contrat. Elle quitte Ville-Barou sans savoir que l'usine sera sauvée. Elle part parce qu'elle a 29 ans et une vie à construire. Elle part parce qu'elle ne peut pas se permettre d'attendre une certitude qui ne vient pas. Quand elle apprend la reprise par Andros en septembre, elle est déjà installée ailleurs. Elle ne regrette pas. Ou elle essaie de ne pas regretter. Parfois, le matin, elle ouvre un placard et trouve une vieille boîte de grand arôme. Elle la regarde un instant, puis elle fait son café. À Paris, dans un appartement du 11e arrondissement, Philippe a 45 ans et aucun lien avec l'industrie chocolatière. Il est un graphiste. Il ne connaît personne à Ville-Barou. Il n'a jamais mis les pieds dans une usine de sa vie, mais un matin de juin 2024, en faisant défiler les actualités sur son téléphone, il tombe sur un titre. Poulain va fermer son usine française après 176 ans. Il s'arrête. Il ne sait pas exactement pourquoi. Ce n'est pas une information qui le concerne directement. Ce n'est pas son entreprise. Ce ne sont pas ses collègues. Ce n'est pas son emploi, mais c'est son enfance. C'est le bol du dimanche matin chez ses grands-parents, dans leur maison de l'Indre. C'est la boîte orange sur l'étagère de la cuisine, toujours au même endroit, entre le sel et le sucre. C'est l'odeur, cette odeur précise, chaude, légèrement amère, qui pour lui a toujours signifié dimanche, famille, sécurité. Philippe pose son téléphone sur la table. Son café refroidit. Par la fenêtre, Paris s'active dans le bruit du matin. Il pense à ses grands-parents. Il pense à la boîte orange. Il pense que certaines choses semblent éternelles jusqu'au moment où elles ne le sont plus. Puis il reprend son téléphone. Il a des emails à traiter. Une journée a commencé. Mais quelque chose, ce matin-là, s'est effacé doucement. Quelque chose sans nom. Quelque chose qui ressemblait à une certitude d'enfance. La question mérite d'être posée correctement. Pas de manière émotionnelle, pas pour désigner un coupable commode et passer à autre chose, mais précisément, chirurgicalement. Parce que ce qui s'est passé avec Poulain ne concerne pas seulement une chocolaterie du Loir-et-Cher, cela concerne un modèle économique, un système de valeurs, une façon de traiter ce qu'une société a mis des générations à construire. Alors, qui a tué Poulain? Pas Nestlé, pas Lindt, pas le chocolat belge, ni le chocolat suisse. Les concurrents étrangers sont une explication facile et fausse. Poulain détenait encore des parts de marché significatives en 2024. Le grand arôme se vendait encore dans des millions de foyers français. La demande existait. Elle était en recul, pas en effondrement. Pas les consommateurs non plus. On aime accuser les gens de ne plus acheter ce qu'ils achetaient avant, de ne plus être fidèles, de préférer les nouvelles tendances aux vieilles valeurs. C'est une accusation commode et injuste. Les consommateurs français n'ont pas abandonné Poulain. Poulain a cessé de leur parler. Il y a une différence. Pas les ouvriers. 109 personnes qui se lèvent à 6 heures du matin depuis des décennies pour maintenir une qualité de production ne sont pas responsables de la mort de ce qu'ils fabriquent, non? Bernard Moudir et ses collègues ont fait leur travail. Jusqu'au bout, mieux que ce qu'on leur demandait. Alors qui? La réponse est moins dramatique qu'un méchant désigné. Et pour cette raison, elle est plus difficile à accepter. Poulain est morte d'une succession de propriétaires qui ne l'aimaient pas assez. Pas de haine, pas de malveillance, juste une indifférence répétée, accumulée sur 36 ans, par 4 entités successives dont aucune n'a eu l'intention, ni la capacité, de construire quelque chose à long terme avec cette marque. Cadbury l'a achetée pour entrer sur le marché français. Elle y est entrée. Objectif atteint. Le reste était secondaire. Kraft l'a hérité dans un rachat colossal dont l'objet principal était Cadbury. Poulain était dans le lot. On ne rachète pas quelque chose qu'on n'a pas cherché avec la même ardeur qu'on l'aurait fait si on l'avait voulu. Mondelez l'a marginalisé dans un portefeuille de marques globales où Milka et Oreo captèrent l'attention, les budgets et les équipes créatives. Poulain survivait. Elle ne vivait plus. Eurazeo l'a traité comme ce qu'un fonds d'investissement traite toujours ses actifs, une position à valoriser dans un délai défini avant la revente. L'horizon du private equity est incompatible avec l'horizon d'une marque patrimoniale. L'un pense en trimestre, l'autre a besoin de décennies. Ce n'est pas un procès moral, c'est un constat mécanique. Regardez Lindt, fondé en Suisse en 1845, 3 ans avant Poulain.
encore aujourd'hui gouverné par des actionnaires à long terme qui refusent à la logique de la rotation rapide, encore aujourd'hui en croissance, encore aujourd'hui capable d'investir dans la qualité, l'innovation, la narration de marque, parce que personne ne lui demande de générer une plus-value de sortie dans les 5 ans. Regardez Valrhona, fondé en 1922 dans la Drôme, racheté en 2021 par Savencia, un groupe familial français qui a explicitement déclaré vouloir préserver son identité, son ancrage territorial, son positionnement premium. Valrhona produit toujours en France. Valrhona grandit, parce que son propriétaire a choisi de construire plutôt que de revendre. La différence entre ces marques et Poulain n'est pas une question de qualité de produit. Le grand arôme n'est pas inférieur à ce que fabriquent ses concurrents. La différence est une question de propriété, de durée, d'intention. Une marque patrimoniale a besoin d'un propriétaire qui reste, qui refuse de la sacrifier pour améliorer un ratio financier sur un rapport trimestriel, qui comprend que sa valeur réelle ne figure sur aucun tableur, qu'elle vit dans les cuisines, dans les bols du matin, dans les souvenirs d'enfance de millions de gens. Cette valeur-là ne se mesure pas. Elle se préserve, ou elle se dilapide. Avec Poulain, on a choisi de la dilapider, sans le vouloir vraiment, sans même s'en rendre compte, par accumulation de décisions raisonnables prises par des gens raisonnables qui ne voyaient pas le tableau d'ensemble. C'est ça le vrai visage de la mort d'une icône. Pas un incendie, pas une catastrophe, pas un méchant, juste l'indifférence, répétée 4 fois, sur 36 ans. Et un matin de juin 2024, 109 ouvriers debout devant un barbecue improvisé qui refusent, eux, d'être indifférents. Ce matin, à Villebarou, les machines tournent. Elles tournent comme elles ont toujours tourné. Les torréfacteurs grillent les fèves à température constante. Les broyeurs réduisent la masse de cacao en pâte liquide. Les chaînes d'emballage habillent chaque tablette de son papier orange. Et dans les couloirs de l'usine, cette odeur, chaude, douce, légèrement amère, qui a parfumé les rues de Blois pendant 130 ans, parfume maintenant celle de Villebarou. Andros a repris le site. Les 109 ouvriers sont restés, la production continue. Mais quelque chose a changé que les communiqués de presse ne disent pas. Pour la première fois depuis 1848, depuis le jour où Victor-Auguste Poulain a broyé ses premières fèves dans une petite boutique de la rue Porte-Chartraine. Le nom sur l'emballage et le nom sur la porte de l'usine ne sont plus les mêmes. Carambar & Co possède la marque. Andros possède les murs. Le Poulain bondissant appartient à des financiers parisiens. Les machines qui le fabriquent appartiennent à des producteurs de confitures du lot. C'est une victoire, incomplète, fragile, mais une victoire quand même. 109 familles ont gardé leurs revenus. Une usine française continue de produire du chocolat français. Le savoir-faire de 30 ans de Bernard Moudir ne s'est pas évaporé dans une délocalisation vers un pays à moindre coût. Ces choses comptent. Elles comptent énormément. Et pourtant, quelque part dans une école primaire de province, un enfant ouvre son cartable et trouve une tablette de chocolat que sa mère a glissée dedans ce matin. Elle est orange. Il y a un cheval qui galope dessus. L'enfant ne sait rien de Raseo. Il ne sait rien de Mondelez. Il ne sait rien de Cadbury, ni de Kraft, ni des 4 propriétaires successifs qui se sont passés ce nom comme une carte dans un jeu dont lui n'est pas le joueur. Il sait juste que le chocolat est bon. Il sait que l'odeur qui sort du papier quand on l'ouvre ressemble à quelque chose de connu, de rassurant, de familier. Il casse un carré, il le met dans sa bouche. Et pour lui, pour cet enfant qui ne sait rien de tout ça, Poulain est éternel. C'est peut-être la seule chose qui compte vraiment. Et c'est peut-être la seule chose que personne, dans aucune salle de réunion parisienne, londonienne ou américaine, n'a jamais réussi à mettre dans un tableur. Le Poulain court encore. Pour combien de temps encore, personne ne le sait.